Bonjour, merci à tous d'être avec nous. Tech for Retail vient d'ouvrir ses portes, il est 9h10. Merci d'être avec nous dans cette salle pour les premières minutes du salon. La 5e édition s'annonce toujours prometteuse avec des chiffres en hausse, puisqu'ils sont 420 exposants à vous attendre depuis ce matin, et vous êtes 14 500 visiteurs à vous être inscrits, c'est-à-dire 16% de plus que l'année dernière, donc merci à vous. Sans transition, je vais vous demander maintenant d'accueillir la cofondatrice du salon, Karen Sarfati, directrice générale de Tech for Retail et Food for Tech. Bonjour. C'est toujours assez... Ça fait quelque chose de vous voir tous là. Je suis, vous imaginez, ravie de vous accueillir pour cette 5e édition de Tech for Retail. Chaque année, on se retrouve ici pour la même raison, c'est comprendre où va le commerce pour mieux anticiper. Mais cette année, quelque chose a changé. Le retail ne progresse plus à petit. Le retail accélère, change d'échelle et parfois même il se réinvente complètement. On entre dans une nouvelle ère, celle du commerce agentique, du temps réel, de l'hyperpersonnalisation. Et d'un commerce où l'IA devient le moteur. Nous avons identifié 3 grandes évolutions. La première, l'IA et les agents transforment l'expérience client. Aujourd'hui, l'IA n'est plus une promesse, elle travaille vraiment pour vous, elle conseille, rédige, elle personnalise, automatise. Le commerce conversationnel n'est plus le futur, il est déjà là. Et ceux qui adoptent les agences gagnent en vitesse et en performance. La deuxième évolution, c'est la data. La data devient le carburant stratégique. Tout repose désormais sur les données pour le pricing, connaissance client, omnicanalité, la supply. La performance retail est data-driven. Et enfin, le magasin. Le magasin physique reprend le leadership. Ce n'est pas un retour, c'est carrément une renaissance. Le magasin devient un média, un lieu d'expérience et un point d'interaction clé, plus intelligent, plus connecté, plus vivant. Donc le retail bouge vite et Tech for Retail devait bouger tout aussi vite. On a repensé ce salon pour qu'il vous aide concrètement. Cette année, comme elle a dit Vanina, vous allez découvrir plus de 420 exposants, des entreprises qui viennent de partout le monde pour vous présenter le meilleur de la tech pour le retail. Sur l'IA, la data, les réseaux, le paiement, l'expérience client, bref, tous ceux qui transforment votre quotidien. Des innovations vraiment activables. Ce n'est pas la tech pour la tech, mais c'est la tech qui vous apporte tout de suite du plus. Dans vos magasins, dans vos entrepôts, vos plateformes e-commerce et pour vos équipes. Pour vous aider à découvrir facilement toutes ces innovations, nous avons organisé 100 visites guidées, dont 80 sur mesure. Vous pouvez suivre des parcours thématiques adaptés à vos intérêts. Et pour 80 enseignes qui nous l'ont demandé, nous avons créé des visites 100% sur mesure, c'est leurs besoins. Donc Tech for Retail n'est pas qu'un salon, nous avons l'ambition d'être votre partenaire, votre accélérateur. Et puisqu'on parle d'innovation, cette année nous avons créé 2 awards supplémentaires, donc on en a 4 en tout. On a notre habituel, le prix de l'innovation, le Startup Award, mais cette année on a un award dédié que à la GenAI, sponsorisé par LVMH, et un award dédié à l'expérience client, sponsorisé par Carita, où on ne récompense pas les idées, mais on récompense le concret. Donc le retail évolue vers un modèle plus agile, plus intelligent, plus humain grâce à l'IA quand même, plus proche de ses clients, plus expérientiel, plus ambitieux. Et Tech for Retail est là pour vous accompagner à comprendre, tester, choisir, accélérer, avancer. Donc voilà ce qui vous attend aujourd'hui et demain pour les gens qui restent les 2 jours.
Et avant de quitter la scène, j'ai le grand plaisir et vraiment l'honneur d'accueillir quelqu'un qui me tient à cœur, qui est Maurice Lévy. Maurice a toujours m'a inspiré par son courage, sa droiture, sa capacité à oser, à voir loin, et bien sûr pour son parcours exceptionnel. C'était très dur de le convaincre de venir ici. Il m'a dit non. J'ai dû insister lourdement. Et enfin, il a accepté. Donc, je veux vraiment le remercier. Merci beaucoup. On a eu un démarrage ce matin pas très facile. Bon, on passe. On a fait la paix. Et donc, j'invite Maurice et Pascal, qui est le cofondateur de Tech for Retail, à prendre la scène. Merci de ce cadeau, Maurice, que vous me faites et vous faites à tout le monde. Bonjour à tous. Karen l'a dit, nous accueillons Maurice Lévy, c'est un honneur. Et même si on n'a pas besoin de le présenter, je vais quand même, avant de lui poser quelques questions, retracer sa magnifique carrière. Donc, Maurice, vous le savez ou vous ne le savez pas, il est informaticien de formation. Il a été formé aux États-Unis à l'informatique et il est rentré dans le groupe Publicis dans les années 70. Il a gravi tous les échelons pour finir PDG du groupe, je crois en 87. Et surtout, vous êtes resté 30 ans à la tête de ce groupe, on en parlait ce matin. 30 ans à la tête d'un groupe du CAC 40, il n'y a pas beaucoup d'exemples et c'est un succès exceptionnel. Vous avez inspiré, vous avez transformé Publicis, que moi j'ai très bien connu, d'une agence de publicité à un monde omnicanal, digital. Vous avez fait ça, vous avez fait des acquisitions assez extraordinaires, en particulier Sapient. Vous avez internationalisé le groupe et vous êtes une référence du leadership en France dans le CAC 40. Alors, j'ai une question à vous poser avant de revenir plus sur Publicis, qui est une question de Karen. Cher Maurice, c'est quoi les qualités qu'il faut avoir pour rester 30 ans patron d'un grand groupe? Bonjour d'abord, bonjour à tous et à toutes. C'est vrai qu'on a démarré ce matin sur un petit malentendu, mais ça va, tout s'est bien arrangé, tout va bien. Karen, je vous aime et tout va bien se passer. Et d'abord, ça m'a permis de visiter un peu et je trouve que ce que vous avez fait est très bien et je vous souhaite longue vie. Et longue vie à Tech for Retail en espérant qu'il deviendra encore plus important que Vivatech. Ah oui, 15 000 visiteurs, 200 000, donc vous avez un peu de marge et vous allez y arriver. Je ne sais pas quoi dire sur les qualités parce que, en fait, on a des profils extraordinairement différents qui savent durer, qui savent mener la barque, et je ne crois pas qu'il y ait des qualités universelles qu'il suffit de prendre sur une étagère et de faire en sorte qu'on va durer. Le plus difficile, c'est de durer, c'est vrai, mais j'avais un exemple devant moi, et je n'ai fait que la moitié du chemin. C'était Marcel Bostel-Blanchet, il a été patron de Publicis pendant 60 ans. Moi, je n'ai fait que 30 ans. Donc, et nous allons fêter l'année prochaine le centenaire de Publicis, avec Arthur qui a pris la relève de manière absolument magnifique, et à qui je dois d'être là, puisqu'il était là l'année dernière, et il avait promis à Karen qu'il me convaincrait de venir, et donc j'ai obéi aux ordres du patron de Publicis. Alors, les qualités, elles sont évidentes, là. Moi, j'en vois 3 qui sont absolument indispensables. La première, et probablement la plus importante, c'est d'essayer de voir un petit peu avant les autres ce qui va se passer. Donc, la dimension de vision. Essayer de comprendre où vont les choses et d'anticiper, pas beaucoup,
le quart d'heure d'avance de Carrefour, le fameux quart d'heure d'avance. Et donc, avoir cette petite anticipation. La deuxième chose, c'est l'exécution, qui est probablement la plus importante. Vous pouvez avoir les plus belles idées, et moi je reprends toujours l'exemple de J.C. Decaux. Des abribus, il y a eu des tas d'idées avant lui, il a su l'exécuter formidablement bien, et alors que les autres n'avaient pas su. La dernière chose, c'est de tenir à un certain nombre de valeurs et de s'y tenir. Et quels que soient les vents, de garder le cap sur ces valeurs qui sont essentielles et qui forment en réalité les piliers de l'entreprise. Très inspirant. Alors, si on regarde justement dans cette veine-là, le chemin parcouru par le commerce depuis les années 80, qu'est-ce que ça vous inspire ces dernières années? Alors, il y a 3 dimensions là encore. La première, c'est effectivement l'émergence formidable du e-commerce. La deuxième, c'est ce qui va se passer grâce à l'IA et qui était déjà dans les tiroirs. Et puis la troisième, c'est qu'en réalité, quand on regarde le commerce traditionnel, y compris ce qu'on appelle moderne, on reste un peu sur sa faim, parce qu'il n'a pas beaucoup changé. Vous vous baladez dans un hypermarché, dans un supermarché, d'abord il est difficile de distinguer l'un de l'autre, une marque d'une autre. Il y a quelques cas où il y a effectivement quelques éléments signature, mais il n'y a pas eu la révolution que nous avons connue au début des années 60, au début des années 70, avec ce formidable parcours. Le seul qui a évolué assez sensiblement et qui a su faire la synthèse, ça a été Walmart. Mais que vous regardiez ce qui se passe chez Sainsbury, chez Tesco, ou en France ou ailleurs, hélas, il n'y a pas de transformation radicale. Et si je suis moi consommateur et que je vais dans les allées pour remplir mon caddie, je ne vois pas de grande différence. Et il n'y a rien de fondamentalement différent par rapport à ce que c'était dans les années 70. Donc un grand regret, parce que l'hyper, le super, ces solutions de commerce sont indispensables à la vie des gens. C'est quelque chose qui est essentiel dans leur expérience, mais aussi dans leur vie quotidienne. Et je trouve dommage qu'on n'ait pas encore trouvé une nouvelle martingale, une nouvelle idée qui transforme l'expérience. Et c'est vrai qu'on en parlait, on est souvent coincé, si on est au milieu, comme justement Tesco, Carrefour, avec le hard discount qui se développe, le discount qui se développe à gauche, et à droite, soit le luxe, et une direction qui est le e-commerce. Mais quand on est vraiment au milieu, il faut savoir faire ce mouvement pour sortir de ce qui a été le commerce traditionnel d'il y a 30 ans. En politique, on dit que le centre, c'est nowhere, hein, il n'y a rien au centre. Et c'est vrai qu'on risque de se retrouver avec rien au milieu. Et il faut trouver une raison d'être et une façon d'être qui dépasse l'expérience prix qui est offerte par le hard discount. Le hard discount est devenu indispensable, a pris une part de marché assez considérable, et il ne faudrait pas que ces grandes enseignes qui nous ont accompagnés pendant une cinquantaine d'années n'évoluent pas et ne puissent pas remplir ce rôle indispensable à la vie des gens. Alors on parlait de vision tout à l'heure, vous en parliez. Qu'est-ce qui ont été les grandes intuitions qui vous ont permis de transformer Publicis? Qu'est-ce que vous avez vu avant les autres, un quart d'heure avant? Je ne suis pas sûr d'avoir vu grand-chose, hein. Mais la première grande intuition, c'est dès que je prends
la responsabilité de Publicis, enfin intuition, n'exagérons rien, c'est pas franchement une intuition, il n'y a rien de magique. C'était de me dire qu'il fallait qu'on soit global ou pas du tout, et que le monde allait aller vers la globalisation. À l'époque, on parlait très peu de globalisation, c'est venu au milieu des années 90, et on parlait un peu d'internationalisation. Et il y avait le début des campagnes qui étaient développées par les grandes enseignes américaines et qui étaient plutôt de l'américanisation de campagne. Et à ce moment-là, et c'est probablement une des rares choses intelligentes que j'ai faites, ça a été de me dire, cette couche de campagne mondiale ou internationale que faisaient les grandes agences américaines, cette couche-là n'atteindra jamais la profondeur des marchés. Et que si on veut atteindre la profondeur des marchés, et là c'est peut-être la dimension française, il faut être différent. Il faut s'inscrire dans la langue, dans toutes ces dimensions du pays, dans la culture. Il faut se rappeler qu'un bébé philippin, il est bercé avec des chansons philippines et pas du tout avec papa est en haut, maman est en bas, elle fait des gâteaux et des trucs comme ça. Non, non. Donc il fallait se plonger dans les cultures locales, et c'est là où j'ai créé le concept de la différence. Et ça a été quelque chose d'extrêmement marquant. Et puis, je l'avais poussé un peu plus loin en disant, c'est la différence qui conduit à la préférence. Et ceci nous a permis de nous positionner très fortement face au réseau américain, de pouvoir partir à la conquête d'acquisition en disant, écoutez, si vous avez envie d'être un MeToo, vous vous vendez aux Américains. Si vous avez envie de garder votre culture et si vous voulez jouer un rôle dans la culture locale et de poursuivre votre travail, à ce moment-là, vous allez trouver cet avenir avec nous. Cette intuition-là nous a permis d'acquérir ce que j'appelais les résistants à l'invasion américaine. Et nous avons effectivement été en mesure d'acheter des agences formidables au Canada, au Mexique, au Brésil, ensuite en Asie, les Philippines. On a acheté la plus belle agence philippine, à Singapour, etc. Je me rappellerai toujours en Corée, quand j'explique, et c'était la plus belle agence coréenne indépendante. La première, elle appartient à Samsung. C'était la plus belle agence. Et le gars voulait absolument, il voulait même pas nous voir. Et je lui explique et il chiale. Il dit, mais c'est ce que je veux faire. Effectivement, je veux rester coréen. Et je m'étais dit que face à la puissance américaine, je n'avais pas d'autre moyen que d'être différent, que si j'essayais de jouer avec leurs cartes, j'étais perdu, que si j'essayais de présenter des solutions à leur manière, avec leur système, avec leur approche, j'avais perdu d'avance, j'avais aucune des capacités qu'ils avaient, et qu'il fallait que je me positionne autrement. C'est d'ailleurs ce qu'on recommande à nos clients. Le boulot de la pub, c'est quoi? C'est de créer de la différence. Et c'est ce qu'on fait. Quand on dit pour une marque qu'elle a tel ou tel avantage, on essaye de distinguer le point qui va lui permettre d'émerger et d'être préféré par un autre. La même chose pour un retailer, pour un distributeur. Il faut trouver ce qui l'apporte et qui lui permet de se distinguer, d'être singulier par rapport à une masse de concurrents. Et quand avez-vous l'intuition du mouvement vers le digital? Parce que ça, c'est un formidable mouvement que vous avez fait avant les autres. Alors, ce qu'on ne sait pas,
c'est que nous étions déjà le premier hébergeur de Minitel en France. Et nous avions réalisé un certain nombre de sites Minitel et nous avions eu pas mal de progrès dans ce domaine. Quand arrive le web, donc on est début des années 90, 91, 92, je regarde ça et je dis aux équipes, on devrait s'y intéresser. Ils disent, ça ne marchera pas, nous on a le truc, le Minitel, il est bien implanté partout, ça ne marchera pas et on n'y arrivera pas. Et puis à ce moment-là, je commence à parler à des clients qui sont Minitel. Je leur dis, vous devriez migrer vers le web, on ne sait jamais, etc. Et je me heurte toujours à une grande indifférence. Et puis un beau jour, je décide de prendre le taureau par les cornes et je vais voir TF1. Nous gérions à ce moment-là le site Minitel TF01 et elle a dit, on va vous faire le site web le plus beau qui soit et comme ça vous allez avoir le premier site web de France. Et nous avons fait le premier site web de France malgré l'opposition d'équipes. Et c'est les équipes de la technologie, de l'informatique qui m'ont aidé à le faire, parce que les équipes de la pub n'en voulaient pas. Et très vite, on a fait le site du gouvernement, et très vite après, j'ai créé Publicisnet, Publicity Brand, dans les années 95, 96, 97. Et on a plutôt pas mal, on s'est pas mal débrouillé, on a pas mal avancé, mais le grand coup, celui qui nous a permis vraiment de faire la différence, c'est, il y a eu le bubble burst et donc l'effondrement des marchés des dot-com. Ceci est arrivé en 2002. Juste après le 11 septembre, et toutes les valeurs se sont effondrées. Il y a eu je ne sais combien d'entreprises de start-up qui se sont effondrées, qui ont déposé leur bilan, etc. Et 2004, j'ai commencé à m'intéresser à Digitas. Et là, je veux dire que ça a été un travail assez lent, hâte-toi lentement, disait Alain, pour convaincre David Kenny de nous vendre sa boîte. Et en 2005, je le convainc, mais à un prix très élevé. Le board accepte, le conseil de Publicis accepte, en disant c'est un pari, vous avez peut-être tort, etc. Et alors que toutes les valeurs étaient complètement effondrées, je paye 1,3 milliard de dollars pour acheter cette boîte qui nous transforme. Et c'est le début d'une épopée dans le domaine du numérique qui nous positionne tout à fait ailleurs, bien avant tous les autres, et à un moment où plus personne ne croyait au numérique. Pourquoi y ai-je cru ? Une raison très simple. Vous regardiez aux terrasses de café, sur les plages, au théâtre, partout, les gens avec leur téléphone en train de texter. Il n'y avait pas encore le smartphone, en train de texter. Et je me disais, c'est impossible que Internet ne reste pas. Impossible qu'il ne revienne pas. Et on était tous avec nos BlackBerry à l'époque. Et je me suis dit, mais putain, ça va marcher. Il faut y aller. Et c'est comme ça que nous avons fait ce bond qui n'a pas été très bien compris au début. Non. Et qui nous a permis de faire une avancée décisive. Et puis ensuite, ça a été Sapiens. Sapiens, à la suite d'un échec, c'était l'échec de la fusion avec Omnicom, deuxième échec de ma vie, douloureux, difficile, et nous avons à ce moment-là
a approché Sapient, avec qui j'avais commencé mes négociations au moment de la crise économique, 2009. 2009, 2010, 2011, je les voyais tous les ans. On déjeunait, on dînait, on avançait, on essayait de faire des choses. Et puis, on n'y arrivait pas. Et là, on y est arrivé. Formidable expérience. Moi, j'ai travaillé avec Sapient, effectivement. Quand ils sont arrivés en France, on a transformé tout le e-commerce de Carrefour avec les gens de Sapient. Et alors, justement, qu'est-ce que vous voyez alors, avec le groupe Publicis? Vous êtes présent dans toutes les grandes marques, des grands groupes. Qu'est-ce que vous voyez comme signaux faibles? Qu'est-ce qui émerge en ce moment? Le signe faible, il est bien épais. Il est plus faible. Il est plus faible du tout. Il se trouve que nous, ça fait une quinzaine d'années qu'on travaille un petit peu avec l'intelligence artificielle. Du côté de Epsilon, ça fait encore plus longtemps que ça. Ils y travaillaient. Et donc, clairement, l'intelligence artificielle va être un bouleversement. On ne sait pas encore très bien jusqu'à quel point. On ne sait pas non plus ce que cela va affecter de manière très précise, puisque il y a quelque temps, ChatGPT-4 était formidable, ChatGPT-5 déçoit, et puis Gemini, nouvelle version, arrive, balaye tout ça. Et donc, on va assister à de nouvelles versions de l'un, de l'autre, à de nouvelles solutions. Et je pense que ça va être un élément décisif dans la vie des agences, dans la vie des entreprises, mais dans la vie des gens, tous les jours. Et il y a dans tous les domaines des innovations formidables. Donc, c'est clairement l'intelligence artificielle qui va être au cœur de tout. Alors moi, j'ai une dernière question à vous poser, parce que le petit truc sonne là. Oui, c'est tic, clic, clic, clic. Oui, c'est pour nous dire qu'on a fini. Mais Oui, j'ai une dernière question à vous poser. 0. Vous avez fait un move incroyable avec votre groupe familial, vous avez racheté les pages jaunes, Solocal. Alors c'est quoi ce move stratégique? Expliquez-nous. Alors, une des premières choses que j'ai faites quand j'ai été en responsabilité à Publicis, ça a été le développement du réseau local. Et le réseau d'agences régionales de Publicis, mais c'était l'époque qui voulait ça aussi, a très vite dépassé en chiffres l'agence principale. Et nous étions agence de tous les réseaux. À l'époque, Renault, on a travaillé régionalement pour Carrefour, Castorama, etc., etc. J'en passe et de plus belle. Et on s'était formidablement implanté dans toutes ces régions. J'ai toujours gardé un attachement à la dimension locale. Et je pense que les entreprises locales ne sont pas suffisamment aidées, ne sont pas suffisamment supportées et n'ont pas le soutien qu'elles méritent. Page jaune, j'y suis, comme tout le monde, attaché parce que j'ai grandi un peu avec. Aujourd'hui, c'est les plus de 45 ans et parfois les plus de 55 ans qui consultent. Et j'ai pensé qu'il y avait de quoi faire une cure de rajeunissement formidable. Et j'ai décidé de prendre le risque financier. Alors pour l'instant, Touchwood, la direction pas mauvaise. On a fait le boulot de remise en ordre. Il y a beaucoup de choses à faire encore. Et je pense qu'il y a toutes les chances pour qu'on réussisse. Donc on va essayer de réussir, ce serait pas mal. C'est une entreprise française, et ça j'y tiens. J'ai toujours sorti mon drapeau très haut, et y compris en 2003, quand il y avait Bush qui conduisait une campagne en Irak et que tous les cafetiers versaient le vin français, etc. J'ai gardé le drapeau aussi bien à Publicis, à New York, à Dallas, à Seattle, etc. Et je pense qu'il faut être sincère avec notre francité. Et donc, si je réussissais à redresser cette boîte, je pense que j'aurais accompli quelque chose de sympathique.
C'est tout ce qu'on vous souhaite, Maurice. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci et de nous avoir fait l'honneur de venir. Vous êtes une encyclopédie. Merci beaucoup. Merci.